Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Cela fait maintenant 1 an que nous avions prévu d'organiser ce colloque. Nous sommes heureux, très heureux qu'il se tienne enfin, envers et contre tout. Il nous paraissait pertinent de faire le point sur l'état du service public à l'ère du numérique. En juillet, une fois sortis de notre torpeur, quand il s'est agi de remettre notre projet sur les rails, nous avons choisi de présenter notre sujet sous une forme interrogative. Le service public subirait-il, du fait de ces transformations numériques, une nouvelle crise? La numérisation du service public n'est pas un phénomène récent. Souvenons-nous que la CNIL a été créée en 1978, non pour traquer à l'époque les GAFAM, mais pour protéger les citoyens contre les risques de dérive des administrations qui s'informatisaient, qui créaient des fichiers potentiellement attentatoires aux libertés. Alors c'est vrai, c'est surtout dans les années 90 que la France, consciente de son retard technologique sur la scène internationale, a décidé de déployer la téléadministration qui devait permettre d'améliorer le service rendu au moindre coût. Qui a connu le Minitel ne peut qu'avoir un souvenir ému de ces belles années. Au cœur du programme d'action gouvernementale pour la société de l'information, le PACSI en 98, la numérisation du service public prend alors plusieurs formes, allant de l'information en ligne sur des sites internet des administrations, sans d'ailleurs aucune cohérence, jusqu'à la mise en place de véritables téléservices publics offrant la possibilité d'un échange entièrement dématérialisé entre le citoyen et l'administration. Les années 2000 marquent un tournant dans l'exploitation du numérique, que l'on appelle encore l'électronique. Légifrance, le service public de la diffusion du droit par l'Internet, est créé en 2002. Les téléservices se développent, surtout à partir de 2015, date à laquelle la saisine électronique de l'administration est devenue possible. Le programme Action publique 2022, qui a été lancé en 2017, promet d'ailleurs d'offrir 100% des démarches en ligne d'ici 2022. Et depuis, plus rien ne semble freiner cette lancée numérique. Pour preuve, le 4 novembre 2020, le Conseil d'État a validé l'application de reconnaissance faciale à l'ISEM, destinée donc à s'identifier pour se connecter via un smartphone au service public. Le numérique offre aussi aux services publics de nouveaux outils d'aide à la décision. Les algorithmes publics se développent. On en a beaucoup parlé de Parcoursup, bien sûr. Plus discrètement, notons aussi que la loi de finances pour 2020 autorise les administrations fiscales et douanières à surveiller les réseaux sociaux pour lutter contre la fraude. En parallèle de ces transformations externes en direction de l'usager et internes au sein de l'administration, il y a un autre bouleversement qui est en train de se passer. Les pouvoirs publics se rendent enfin compte de l'importance des données détenues par les administrations. L'idée est alors de les libérer pour créer de la valeur. À partir de 2005, poussée par l'Union européenne, la France devient l'État champion européen de l'open data. Une politique effectivement particulièrement volontariste conduit à l'adoption de la loi pour une république numérique en 2016. Et avec cette loi est actée l'ouverture des données publiques par défaut pour permettre leur réutilisation. Il ne s'agit plus simplement de dématérialiser les procédures administratives, mais alors d'exploiter, ou plutôt de permettre à des entreprises, à des associations d'exploiter les données produites à l'occasion du service public. Aussi, la nouvelle économie numérique repose désormais sur les plateformes et l'État entend bien s'emparer de cette nouvelle forme d'organisation. On assiste à l'avènement de l'État plateforme, accueillant des services divers et variés qui peuvent communiquer grâce à des API, c'est-à-dire des interfaces de programmation. Et on assiste aussi à l'essor des startups d'État, associant des agents publics et des citoyens par des méthodes dites agiles, dont l'objet est d'imaginer de nouveaux services prolongeant les services existants. Pix en est une illustration. Et les frontières publiques-privées se brouillent encore plus. Et pourquoi ne pas solliciter les acteurs privés pour améliorer le service public? Les données d'intérêt général, données privées dont l'exploitation contribuerait au bien commun, ne pourraient-elles pas, à ce titre, être envisagées?
Le rapport de la mission Botorel de décembre dernier, qui porte sur la politique publique de la donnée, considère d'ailleurs que cette piste mériterait d'être discutée. Alors, je vais me tourner maintenant virtuellement vers ma collègue Catherine Prévis-Sichnal pour la laisser poursuivre cette introduction. Merci Lucie. Depuis le mois de mars 2020, tout se passe comme si la crise sanitaire avait encore accéléré ce mouvement. Le confinement a en effet imposé une transformation numérique à marche forcée. Les échanges virtuels sont désormais la règle, puisque les déplacements sont déconseillés. Et pour assurer la continuité, qui est de l'essence même du service public, ce dernier n'a désormais pas d'autre choix que de se dématérialiser. Les démarches en ligne sont facilitées. Certains services publics ne sont assurés qu'à distance, sans pouvoir tenir compte de la fracture numérique et des inégalités entre les usagers. Comment ne pas ici évoquer la situation de nos étudiants, pour beaucoup en grande souffrance, qui, dans le meilleur des cas, passent leur journée sur leurs ordinateurs sans voir autre chose que leurs professeurs qui, eux, parlent à un écran bariolé de petites fenêtres sans vie. Parce que dans le pire des cas, les étudiants n'ont pas accès à Internet et sont complètement perdus, et pas seulement pour l'université. D'un autre côté, il faut se rendre à l'évidence, le numérique a, surtout dans ces circonstances, de formidables potentialités. Il nous a permis, par exemple, de maintenir ce colloque, même si c'est au prix d'une distance qui nous attriste. À ce sujet, comment aurions-nous fait pour le maintenir sans Google Meet, sans YouTube et Microsoft, alors que nous avons appris la semaine dernière par l'université que la jauge de Google Meet était passée à 100 personnes. Le bricolage expérimental auquel nous nous sommes livrés est le fruit d'une cruelle absence de moyens. Nous espérons que tout se passera bien aujourd'hui et demain, car l'appariement de Google Meet et de YouTube n'était pas au programme des révisions de Lucie. Cela montre en tout cas à quel point le service public est fragile, à quel point il dépend aujourd'hui plus que jamais du numérique et des géants qui le contrôlent. Le numérique serait-il alors la cause d'une nouvelle crise du service public ? Je passe la parole au professeur Arnaud Sceaux pour répondre à cette question. Merci Catherine, merci Lucie. Et c'est en effet la problématique de notre colloque et de notre rendez-vous aujourd'hui et demain, celle de savoir si le numérique vient transformer une nouvelle fois le service public et son droit. Alors, à cette question, la réponse pourrait être évidente immédiatement, d'abord parce que nous ne nous voyons pas aujourd'hui et que la continuité du service public s'effectue de manière totalement virtuelle. Ensuite, parce que cette numérisation nous a conduit nous-mêmes à changer nos fonctions et je remercie vivement Lucie Cluzel d'être devenue youtubeuse en moins d'une semaine, ce qui permet la rediffusion de ce colloque. Et je crois que ces éléments qui sont un peu triviaux montrent bien à quel point cette numérisation du service public nous permet des choses, mais nous contraint aussi dans certaines situations. Alors précisément, c'est la problématique classique de la crise du service public qui est ici posée, une problématique qui doit faire écho peut-être au fait que le numérique a lui-même été conçu comme une réponse à plusieurs crises récentes. Le numérique, c'est tout d'abord une réponse évidente à la crise budgétaire que connaît la puissance publique. C'est avant tout la crise des finances publiques qui détermine aujourd'hui l'évolution numérique. Et quand on lit les programmes Action publique 2017-2022 notamment, on y voit très clairement que certes, l'évolution du service public est importante, mais que plus encore, c'est son intérêt financier qui est déterminant. Le numérique comme réponse à la crise budgétaire, le numérique comme réponse aussi, et Catherine l'a montré juste à l'instant, à la crise sanitaire qui nous touche depuis maintenant près d'une année. La crise sanitaire, on le sait, a été l'occasion d'une accélération de la numérisation de l'administration, d'une accélération à marche forcée dans certains cas. Et le colloque que nous tiendrons aujourd'hui et demain sera aussi l'occasion peut-être de rappeler cet usage du numérique pendant la crise sanitaire. Le numérique comme réponse à une crise, le numérique comme peut-être lui-même vecteur d'une nouvelle crise du service public. C'est vraiment la question qui va nous intéresser, une question, on doit le rappeler, qui est totalement classique en droit administratif. Parler de la crise du service public, c'est
parler d'un lieu commun en quelque sorte, et parler peut-être d'un lieu commun qui n'est pas tout à fait adapté, car le service public est en mutation permanente maintenant depuis près d'un siècle. Le service public a connu des évolutions systématiques, et il est difficile de parler de crise du service public depuis près d'un siècle, sachant que son évolution et cette crise est permanente, elle n'est pas conjoncturelle comme le serait une crise. Je renvoie ici aux travaux de Pierre Delvolvé, qui avait bien montré que cette crise du service public n'est en réalité que l'illustration de son évolution la plus complète. Alors le service public, dans sa période la plus contemporaine, il a connu des évolutions qui ont été majeures. C'est d'abord l'importance et l'influence du droit de l'Union européenne sur notamment les modes de gestion de ce service public. C'est ensuite l'évolution du droit administratif des affaires qui a conduit à l'évolution du service public. Et je crois qu'aujourd'hui, la mutation numérique et la transformation numérique constituent peut-être ce troisième vecteur d'évolution contemporain du droit du service public. C'est précisément ce qui va nous intéresser pendant ces 2 jours de colloque. Alors un mot précisément sur la méthode qui nous a guidés dans l'élaboration de ce colloque, car finalement l'idée a été très simple dès le départ, et même si le temps du colloque a été long, la problématique a été déterminée assez rapidement. Il s'est agi et il s'agira pendant ces 2 jours de confronter le droit du service public avec les évolutions numériques que ce secteur connaît. Notre méthodologie a été extrêmement simple, elle a consisté à reprendre l'ensemble du droit du service public, et notamment les grands principes et les grandes idées de ce régime, afin de les confronter aux évolutions contemporaines et précisément à ces évolutions numériques. Alors cette interrogation générale, elle va nous conduire pendant ces 2 jours à avoir peut-être 4 interrogations plus précises qui permettront précisément de mettre en lumière l'évolution numérique du service public au regard du droit traditionnel, que l'on pourrait dire, du service public. Je crois que la première question qui va nous intéresser, c'est d'abord celle de l'existence même, celle de la pérennité même du service public dans un monde numérique. En effet, et comme l'avait montré le Conseil d'État dès 2017, les contours du service public sont aujourd'hui redessinés par le numérique. Ça sera l'objet d'une première table ronde et d'un premier temps de ce colloque, sous la présidence du professeur Sébastien Ourson, qui décidément est très souvent avec nous ces derniers temps, et j'espère que tout cela et que sa présence pourra se poursuivre à l'avenir. Je le remercie de venir à nouveau participer à nos travaux du CRDP et de présider cette première demi-journée. Dans un deuxième temps, ce sera la question de la gestion du service public qui va nous intéresser, car là aussi, les modes de gestion traditionnels du service public sont aujourd'hui peut-être bouleversés, voire remis en cause par sa mutation numérique. Et le professeur Jacques Chevalier nous fait l'honneur d'être présent, encore une fois, pour à la fois intervenir, mais aussi présider ce deuxième temps sur l'évolution de la gestion du service public. Bien évidemment, parler du service public, c'est aussi parler des lois du service public, des grands principes du service public, des principes qui, on sait, sont séculaires, des principes qui n'ont pas forcément évolué profondément depuis 30 ans, et je ne peux pas ne pas citer la thèse de Lucie qui rappelait il y a encore quelques années que les évolutions n'étaient pas si notables que ça. Peut-être que le numérique est aujourd'hui le vecteur réel de cette évolution des principes du service public, et le professeur Thomas Perroux nous fera lui aussi l'honneur de sa présence demain matin pour parler de ces sujets. Enfin, il n'y a pas de service public sans moyens. Nous le savons tous en ce moment, des moyens qui concernent évidemment les agents du service, mais des moyens qui sont aussi les moyens matériels du service public. Et je crois que le colloque d'aujourd'hui montre bien peut-être la paupérisation de certains services publics, et notamment du service public universitaire. Le numérique constitue-t-il une réponse adéquate au manque de moyens actuels du service public? Ce sera le 4e temps de notre étude que l'on abordera dès demain après-midi sous la présidence de Sabine Moussard qui co-dirige le CRD. Voilà pour le programme de ces 2 jours, mais je vais encore laisser la parole et redonner la parole à Catherine et Lucie pour effectuer les remerciements d'usage. Alors. Catherine et Lucie. Catherine, si tu veux prendre la parole, j'essaye de nous réépingler, excusez-moi.
je vais reprendre la parole sinon si... oui, vas-y, continue. Du coup. Voilà, alors je vais commencer les remerciements et peut-être que Catherine pourra les poursuivre si jamais j'oublie quelqu'un. Je remercie tout d'abord évidemment tous les participants à ce colloque, d'abord les intervenants qui nous ont fait le grand plaisir d'accepter de venir parler de ces éléments de manière totalement virtuelle. Nous savons tous qu'ils ont tous une connaissance très particulière de la question du droit public du numérique aujourd'hui et vraiment un grand merci à tous les intervenants. Un grand merci évidemment aux centres de recherche qui soutiennent cette rencontre. Bien évidemment le CERSA de l'Université Paris 1 qui soutient... Paris 2, pardon. Décidément, c'est mon côté nanterrois qui me fait oublier ce qui se passe au centre de Paris. Le CERSA et le CRDP qui co-organisent cette manifestation et qui nous aident à la publication des actes, puisque la publication des actes est déjà actée chez Marais Martin. Je remercie d'ailleurs tous les intervenants qui ont très consciencieusement déjà envoyé leur publication et je ne stresserai pas les intervenants pour le rendu de leur publication, de leur écrit, puisqu'il n'y a vraiment pas d'urgence. Un grand merci encore à tous nos collègues étudiants et amis qui nous suivent aujourd'hui, car ils sont finalement assez nombreux. Nous sommes 90 dans cette réunion de Google Meet, ce qui permet de montrer que la numérisation permet peut-être un accès plus simple à certains événements du service public, dans certains cas, en tout cas celui d'aujourd'hui. Je remercie encore les présidents de séance et j'espère ne pas avoir oublié qui que ce soit dans les remerciements, mais peut-être que Catherine et Lucie auront des ajouts à faire sur ces remerciements. Non, merci beaucoup Arnaud. Je crois que je peux peut-être passer la parole à notre président de séance, le professeur Ourson, qui va